gens-là, édité chez Slatkin. Et Tasha Roumlet présente Une fissure en tout aux éditions Phare. Merci d'être là. Merci de nous avoir invités. Avec grand plaisir. Est-ce que, peut-être pour commencer, vous pourriez présenter chacune votre ouvrage succinctement pour avoir un peu un résumé? Moi, ce sont des récits de témoignages sur un sujet qui est assez douloureux et sur lequel, en général, on n'aime pas trop s'arrêter. C'est le sujet de l'inceste. On a beaucoup d'enfants en Suisse qui souffrent de ça. En Suisse, on a beaucoup de prévention, mais on n'a pas de détection. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent et on a de la peine à comprendre de quelle manière ils souffrent. On croit qu'ils souffrent juste à l'instant T de l'abus, mais en réalité c'est beaucoup plus long que ça, raison pour laquelle on a fait un récit de témoignage qui s'étale sur toute une vie de ces vieux enfants aujourd'hui. Voilà. Merci, Tasha. Alors moi c'est très différent, je dirais que c'est un vrai faux roman. C'est un livre qui est basé entièrement sur des faits réels et je reconstitue la biographie d'un homme qui est devenu un humanitaire assez, pas célèbre, mais disons assez connu dans le monde humanitaire suisse et qui a vécu partout sur la planète. Cet homme, c'était mon oncle et qui soudainement a eu le cancer en 2019 et que moi j'ai accompagné dans la maladie pour qu'il me raconte sa vie. Et il m'a légué toute sa correspondance, tous ses carnets, enfin une montagne d'informations. Et puis je suis partie un peu sur une biographie de cet homme, mais je pense que c'est vraiment un livre très contemporain parce qu'il y a un regard qui est très contemporain et j'essaye de tisser en fait les liens et les échos entre le passé, c'est une histoire très 20e siècle comme ça, et qui tout le temps résonne avec le présent, et donc je suis aussi un personnage de ce roman. Et je l'appelle roman parce que c'est pas une bio, parce que c'est pas un personnage public ou comme ça, c'est pas un ouvrage factuel, c'est un ouvrage qui est vraiment, c'est un voyage littéraire, et finalement que les choses soient vraies ou fausses, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est plutôt voilà, des personnages qui effectivement ont existé. Oui, on sent vraiment un regard très subjectif par l'écriture aussi simplement. On lit dans la préface, Béatrice, que vous avez finalement fait toutes ces interviews un peu comme Lanzmann avait travaillé à la Shoah, donc c'est des très longues interviews pour finalement avoir des fois 6 pages, 12 pages pour une histoire. Et ce qui m'a vraiment marqué, que je trouve remarquable, c'est il y a presque un style par histoire. Comment vous avez travaillé? Alors en fait, le danger du témoignage, c'est qu'il est souvent parfois sceptisé si on le conduit, si on le dirige. Et il me semblait que Claude Lanzmann, en écoutant les victimes de la Shoah, il l'a fait dans un immense respect. C'est-à-dire qu'il les a filmés en plan fixe et il leur a laissé la liberté de raconter leur histoire dans l'ordre dans lequel ils trouvaient que c'était opportun de le faire et de le dire jusqu'où aussi voulait le faire. Donc c'est un peu ce respect-là que je voulais absolument introduire dans l'écoute. Et puis je trouvais aussi que c'était une manière de personnaliser le témoignage. C'est sûr que si je pose des questions, je guide, je dirige, et j'aurai un produit une histoire va ressembler à l'autre. Si je laisse la liberté à la personne, elle va me raconter vraiment sa propre chronologie, d'où les changements de style parfois, parce que quand on laisse la liberté à l'autre, eh bien toute sa personnalité ressort, et c'était ça que je voulais. Je voulais des récits vivants. C'est vraiment c'est très très fort. Tasha, comment ça s'est passé pour vous justement l'utilisation de tous ces documents? Enfin, dans votre livre, vous dites qu'il y a des milliers de lettres. Enfin, ça a l'air vraiment d'être énorme, tout ce que vous devez aborder. Donc finalement, comment vous avez trouvé votre propre chemin à l'intérieur de tous ces documents? Oui, j'ai eu le sentiment d'être au pied d'une montagne. Donc c'est aussi un livre qui m'a pris énormément de temps, ça m'a pris presque 5 ans de travail.
J'ai d'abord le fil rouge, c'est 4 mois d'entretien avec le héros, 4 mois d'entretien à l'hôpital, où lui me racontait sa vie en choisissant en fait, ce qu'il allait me raconter. Et je me souviens d'une discussion un jour où en fait, il me donnait que les éléments positifs et je lui ai dit, et donc le personnage s'appelle Franklin, et je lui ai dit, mais Franklin, tu sais bien que je ne veux pas écrire la biographie de Staline. Et il me dit, oui, je m'en doute, mais tu te débrouilleras de ton côté pour avoir les aspects plus négatifs ou plus sombres. Une fois qu'il était mort, déjà j'ai emménagé chez lui. C'était aussi les années Covid. Enfin, les choses se sont faites de manière un peu organique, sans jamais que je les décide vraiment. Mais voilà, j'ai emménagé dans son appartement qui était vraiment la maison familiale de tout mon clan à Sainte-Croix. Et là, j'avais ces milliers de lettres. Sa correspondance a commencé quand il avait 10 ans et qu'il avait été envoyé à Saint-Maurice à l'internat. Et il s'arrêtait à l'âge de 69 ans. Et donc, j'ai pris des cartons de lettres et je les lisais et je notais, j'ai fait des arborescences, des lignes du temps. Et puis, au bout d'un moment, en fait, on voit que les personnages se profilent parce qu'il y a des gens qui reviennent sans cesse. On perçoit aussi dans ces lettres l'intensité des relations. Et voilà, j'ai commencé à décider que tels étaient les personnages, et c'est sans doute faux aussi parce que c'est très subjectif comme choix. Et donc, j'ai aussi interviewé ces personnages derrière. J'ai interviewé beaucoup de gens de ma famille, des collègues. J'étais en mission, parce que je suis humanitaire de métier comme lui. J'étais en mission au Liban, alors j'ai profité d'aller à Tyr, dans le sud du Liban, pour retrouver les Libanais qui avaient travaillé avec lui, qui ne savaient même pas qu'il était mort. Donc j'arrivais comme cette porteuse de mauvaises nouvelles, et à faire pleurer des vieux hommes à Tyr, et qui me racontaient les histoires de Franklin quand il avait 30 ans. Et voilà, cette entreprise s'est faite comme ça avec des énormes découragements, parce que c'était tellement gros, et surtout c'est pas fini, parce que ce livre n'est que le tome 1. Et que donc j'ai encore plusieurs milliers de lettres à lire et d'autres interviews à faire. Ce qui m'interpelle dans vos deux démarches, c'est finalement comment on trouve sa place en tant qu'écrivaine face à ces témoignages, et comment on se dit ok, ça c'est la distance qui est juste, ah non là c'est trop, ah non au contraire. Et en l'occurrence chez Butacha, il y a presque, on a l'impression que petit à petit vous osez prendre votre place. Oui, et c'était mon intention dès le départ. En fait, c'est-à-dire que ce livre, il a un peu une fausse apparence. Quand vous le commencez, vous allez croire que c'est un roman historique. D'ailleurs, plusieurs éditeurs m'ont refusé en disant non, nous on ne fait pas l'histoire régionale, etc. Mais l'idée, c'est d'avoir un roman très classique sur ce fil chronologique, un peu nostalgique comme ça, le bon vieux temps, etc. Et puis au fil du roman, des incursions d'autrice, des incursions de moi-même qui vient comme personnage avec mes préoccupations personnelles, avec le présent. Il y a la guerre en Ukraine qui surgit tout d'un coup. Et en fait, mon personnage s'impose de plus en plus et devient, tout d'un coup, revendique sa place. Et voilà, j'essayais d'expliquer ce livre à un de mes proches récemment, et je me disais, mais c'est un hommage à votre génération, mais c'est aussi une affirmation de la mienne. Et je crois que c'est peut-être des fois un peu perturbant, mais je crois qu'il faut aussi s'affirmer comme le présent, parce que voilà, avoir cette nostalgie du passé, c'est un peu court. Béatrice, bon alors évidemment c'est un sujet extrêmement dur. Il y a certains récits qui le sont aussi, qui sont de la limite du supportable, mais aussi c'est souvent quand même le récit d'émancipation des gens, parce que s'ils se retrouvent à discuter avec vous, ça veut dire quand même qu'ils arrivent à en parler, qu'ils ont une conscience de leur destin. Comment se sont passées ces rencontres? Qui sont ces gens que vous avez rencontrés? Parce que vous indiquez que tout s'est passé à l'hôpital en Valais. Enfin, les rencontres se sont passées... Alors, pas dans un hôpital, mais dans un lieu neutre. Voilà, dans un lieu pardon. neutre, oui. Et donc, est-ce que c'est des gens uniquement du Valais? Enfin, comment... Non, alors, en fait, j'ai été débusquée par Sarah Briguet, qui est une ex-Miss Suisse, qui a écrit elle-même un livre sur sa propre expérience. Et qui signe la préface. Et qui signe la préface, qui est venue me demander d'écrire sur ce thème, parce que si moi j'ai pas vécu l'inceste, j'ai été harcelée sexuellement de façon très sévère, et donc ça me permettait quand même un peu d'imaginer, en multipliant par 100, la douleur de ces gens-là. Et donc quand elle m'a contactée, on a lancé des appels. Elle-même avait reçu beaucoup de témoignages de personnes qui désiraient
raconter leur histoire, qui lui disaient mais vous avez tellement de chance, vous avez pu mettre des mots sur un drame et donc vous avez pu avancer. Et pour en revenir à votre question, en fait, ces personnes-là, ce sont des survivantes. Beaucoup sont morts, beaucoup se sont suicidés, beaucoup ont souffert de maladies très graves qui les a conduits aussi vers la mort. Beaucoup sont dans des institutions psychiatriques avec le cerveau complètement, si vous voulez, emporté par un drame qu'ils n'ont pas réussi à supérer. Et les gens qu'on a devant nous dans ce livre, c'est des gens qui ont fait un bout de chemin. Et la seule question que je me suis permise de poser, c'était qu'est-ce qui a fait que vous êtes encore là? Parce que des personnes qui vivent ce même drame vont vous lire, et ça peut être intéressant de savoir ce qui les a menés à exister encore, hein, pas seulement à survivre, mais à exister. Et alors pour certains c'était la foi, d'autres c'était l'amour d'une sœur. Dans un cas c'est 2 sœurs qui ont été abusées. Certains c'était là. La couverture a été réalisée par l'une des victimes qui raconte son récit. Et donc, elle nous donne un peu des pistes pour savoir où est-ce qu'on peut chercher, si vous voulez, des solutions pour, en soi, des richesses en soi pour traverser tout ça. Et oui, j'étais partout dans ces témoignages. Moi, je ne suis pas journaliste, donc je n'ai pas du tout la prétention d'en faire un travail de journaliste. Moi, j'ai fait un travail de cœur, c'est-à-dire que j'ai entendu ces personnes, j'ai pu contrôler certaines choses avec des documents qui m'ont été fournis, mais parfois il n'y avait pas de documents. On avait un psy avec nous, donc on était aussi plus ou moins assurés de savoir qu'on n'était pas face à des mythomanes. Mais c'était une histoire de confiance, c'était une histoire de transmission. Et j'étais dans l'histoire aussi, parce que je crois qu'on ne peut pas écouter des personnes qui vous racontent de tels drames sans être indifférents. Sinon, les récits seraient différents et vous les abandonneriez probablement en cours de route et je les aurais trahis. Non, mais on sent qu'il y a une immense empathie, effectivement, qui est très belle. Et vous venez d'utiliser le terme transmission. Est-ce que, alors voilà, en l'occurrence, c'est plutôt une très belle transmission, mais aussi, est-ce qu'il y a une réponse à cette question de comment sortir de ces cercles vicieux? Parce que aussi ce qu'on apprend, c'est que malheureusement, souvent, il y a une sorte de cercle vicieux qui se passe de génération en génération. Alors c'est souvent transgénérationnel, hein, que ce soit sur le plan horizontal ou vertical. Alors oui, on peut sortir de ça. On peut sortir de ça si notre pays se décide à faire ce qu'il faut. Aujourd'hui, il y a de la prévention, il y a de l'information, il n'y a pas de détection. Donc ces enfants, on peut estimer, il y a à peu près 160 000 enfants victimes chaque année en France, on peut estimer qu'il y en a entre 20 et 25 000 en Suisse. Personne ne les suit, personne ne les entoure, personne ne les accompagne. Ils sont complètement livrés à eux-mêmes pendant l'abus et après l'abus. Donc c'est une question de volonté politique. Et moi, j'ai contacté les conseils nationaux valaisans pour leur dire il est temps, franchement, il est temps, on est au XXIe siècle, dans un des pays les plus riches du monde, et on laisse des enfants trembler de peur tous les soirs parce qu'une porte va s'ouvrir, un pas va s'approcher, une main va les toucher. Donc il y a une motion qui va être déposée entre cette semaine et la semaine prochaine qui demande une étude, un bilan, à l'image de ce qui s'est fait en France avec la Cimise, pour qu'on aille une radiographie de ce qui se passe dans notre pays, qu'on puisse ensuite prendre les bonnes décisions. C'est pas possible de laisser ces gens-là au bord de la route. Tasha, donc votre oncle était un grand humanitaire, vous-même travaillez dans l'aide humanitaire. Justement, cette question de l'engagement, c'est quelque chose qui vous a transmis est-ce que vous pouvez, parce qu'évidemment ça parle aussi beaucoup de ça, du poids de cet héritage. Je pense que c'est, oui, bien sûr que lui m'a transmis énormément de choses et en fait au fil du livre, quand je reconstitue sa biographie, je vois à quel point la mienne s'est développée en écho. J'ai cette image qu'il est comme un marionnettiste qui ignorerait que chacun de ses gestes déclenche des fils et
que moi je veux me mouvoir en fait derrière lui dans les mêmes directions. Mais en fait je pense que ça dépasse sa figure à lui. Et ce livre était parti comme centré sur le personnage de Franklin, de cet homme. Et tout d'un coup ce livre a pris de l'ampleur et puis s'est développé comme l'histoire d'un clan. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez fascinant et de très universel aussi. On pourrait certainement faire le même livre sur toutes les familles, parce que chaque famille a aussi son propre récit. Qui sommes-nous en fait? Quelle est notre place dans le monde? La famille est quand même une entité assez collectiviste qui pense à sa réputation, à sa perception, comment est-ce que les autres nous voient. Encore plus quand on repart un peu dans l'ancien temps, dans la Suisse d'avant et d'après-guerre, le qu'en dira-t-on est très important. Et puis, je trouvais intéressant d'essayer d'identifier quels sont les moments qui sont créateurs de la légende familiale. Et on peut trouver certains instants comme ça où tout d'un coup on voit que les grands-parents, mes grands-parents, en fait, qu'est-ce qui fait que c'était des gens aussi avides de reconnaissance et de s'élever. Mon grand-père était un bâtard. Ma grand-mère était une orpheline, ils n'avaient rien pour eux, et puis ils ne voulaient pas rester des simples ouvriers, serveuses, et ils voulaient laver leur nom. Ils avaient cette ambition-là, et en fait ce livre, ça a aussi été ça, de rechercher ces déclics qui font que le clan se bataille en fait pour se faire une place dans le monde, alors que cette place ne leur est pas donnée à la base. Et en l'occurrence, le héros, Franklin, est né le 25 décembre. Et ça, dans une famille catholique, c'est pas anodin. Les parents en fait, ont focalisé leur attention sur cet enfant Noël, comme je l'appelle dans le livre, alors que c'est une grande fratrie, et au final ils seront 5. Mais lui, il a eu tous les privilèges. On l'a mis à Saint-Maurice à 10 ans, alors que les autres sont partis plus tard à des internats beaucoup moins prestigieux. Et non seulement il a eu ses privilèges, mais il a eu le poids de ses privilèges. Et en fait, de voir à quel point ça lui a vraiment pesé, parce que c'était à lui de constituer la légende, de faire qu'on allait regarder la famille Thévenard avec admiration au village, et peut-être au-delà du village. Et c'est un peu la thèse du livre. Le livre s'appelle Une fissure en tout. Et je pense que justement dans cette phase de l'enfance et de la jeunesse, on voit qu'il y a certaines fissures que la vie lui imprime, parce qu'il est victime d'injonctions contradictoires. Sa famille veut qu'il brille, qu'il fasse de grandes études, qu'il soit reconnu, admiré de tous, puis en même temps sa famille veut qu'il rentre à la maison. Pourquoi est-ce qu'il est parti? Il a immigré au Québec, c'est trop loin, pourquoi tu reviens jamais nous voir? Et en fait, l'individu ne peut pas s'en sortir. Cette famille à la fois le soutient, mais l'étouffe. Et donc il est constamment pris dans ces choses-là. Et puis moi je suis la 3e génération. Et ces injonctions, il faut travailler dur, il ne faut pas se reposer, t'es arrivé là c'est très bien, mais il faudrait aller là, et puis après il faudrait aller là. Et c'est cette espèce d'élan de la famille qui est une famille battante en fait. Et j'ai de l'admiration pour ça, mais j'en suis aussi le produit. Et mes propres fissures sont aussi là. La quête des missions humanitaires, ne jamais arrêter, perdre des choses en route, perdre des gens en route, mais on continue quand même parce que c'est pas fini, parce qu'on ne peut pas se contenter de juste une vie normale. Quelle a été la réception, Béatrice, auprès des personnes qui ont témoigné? Alors pour moi c'était très important ça. À la limite, comme c'est un contrat de confiance, les personnes qui ont témoigné n'ont pas lu le témoignage avant l'impression. Enfin, je leur ai donné 2 jours avant que les livres sortent. Et plusieurs m'ont dit, on a l'impression que tu as vécu ça de l'intérieur. Donc c'était une bonne réception. Certains étaient reconnaissants d'avoir eu quelqu'un qui a mis des mots pour eux sur leur vécu, pour pouvoir ensuite le transmettre à des enfants, à de la famille, à la personne qui a parfois abusé. Donc sans devoir elle-même passer par le chemin de la parole, certains ont acheté pour leurs enfants, pour leurs futurs petits-enfants. Donc je pense que le fait d'avoir un texte, ça le valide en quelque sorte. Et j'ai par exemple la personne qui a dessiné la couverture, qui est venue à la maison 2 jours avant le vernissage pour lire le texte justement, et elle
alors je peux raconter une anecdote. Le chapitre s'appelle « La femme trahie » pour cette femme. Et elle est venue souper à la maison, mon mari était présent, et je lui donne ce qui était alors des feuilles A4, et elle regarde le titre « La femme trahie », elle pose et elle commence à pleurer. Et elle me dit que cette nuit-là, avant de venir, elle a fait un cauchemar, son compagnon l'a réveillée parce qu'elle criait, et cette femme-là a dit à son compagnon « Je pleure parce que je suis la femme trahie ». Et donc quand elle a vu ça, ça a été une émotion assez forte pour moi aussi, hein, j'en avais la chair de poule. Et elle m'a dit, c'est comme si tu avais scellé mon histoire. C'est comme si tu l'avais, si tu m'avais permis de fermer ce tiroir de ma vie. Je vais vivre avec ce tiroir, il va m'accompagner toute ma vie, mais il n'est plus ouvert. Il n'y a plus tout le monde qui peut entrer dedans. Voilà, alors ça c'est vraiment un des témoignages qui m'a été donné qui m'a énormément touchée. Oui, parce que finalement, peut-être pour ces personnes-là, avoir pu témoigner, le voir écrit dans un livre, permet de dire, ben, effectivement, ça existe, mais ce n'est pas la seule chose qui me définit. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a aussi, d'un coup, être dans la capacité de, pas du tout de le renier, mais de ne plus se laisser définir que par ça. Oui, alors ça, c'est un long travail, hein, raison pour laquelle il faut vous imaginer que l'inceste, je veux dire, quand vous êtes violé tous les soirs, pour certains enfants, c'est une déflagration intérieure. Ça veut dire que votre système nerveux il est détruit et votre estime de soi n'existe plus parce qu'on vous objective. Vous n'êtes plus une personne, vous êtes un objet. Et donc c'est un long travail de reconstruction qui est quand même plus facile à faire quand il est accompagné par des professionnels comme des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres, des médecins. Et ces personnes-là, elles ont, pour certaines, fait le travail. Il y en a une qui est très jeune. On sent qu'elle est au début, qu'elle est plus fragile. Mais elles ont une très mauvaise image d'elles-mêmes. Elles sont très, par exemple, pour vous dire, moi je trouve que la couverture est très belle. Et j'avais demandé à cette femme, j'avais dit, mais toi tu fais quoi pour, c'est quoi ton ressort pour t'en sortir? Et elle m'a dit, oh je dessine. Moi j'ai pensé qu'elle dessinait des mandalas, j'ai jamais imaginé, elle a toute une œuvre chez elle, qu'elle cachait, c'est ce qui m'a aidé à tenir. Mais elle ne s'est pas du tout présentée comme une artiste. Elle s'est présentée juste, ah je dessine. Donc pour vous dire que c'est vraiment important de les suivre et de les aider à se former aussi. Par exemple, cette femme, c'est une personne à haut potentiel, elle aurait pu faire d'immenses études. J'en ai une autre aussi qui est à haut potentiel, qui voulait faire médecine. Elles ont dû fuir de la maison à 16 ans. Elles sont devenues serveuses. Pour des gens qui sont très intelligents, ne pas pouvoir faire travailler cette intelligence, c'est un drame qui se surajoute au drame. Donc, c'est un long travail. Et Tasha, bon, vous en parlez un peu dans votre livre, mais dans l'entourage de votre oncle, quelle a été la réception du livre? Alors c'est sûr que les proches de mon oncle sont aussi mes proches, donc c'est pas gratuit hein, de tout d'un coup écrire la saga familiale. Alors bon, j'ai pas demandé les autorisations et puis j'ai pas non plus fait relire parce que voilà, pour moi c'était clair dès le début. J'écris pas un album de famille. On n'est pas là pour satisfaire notre petite famille. Et je pense que le fait que j'avais déjà écrit d'autres livres avant, que voilà, j'avais écrit un premier roman, que j'ai écrit des nouvelles, que j'ai gagné des prix littéraires, ça m'avait déjà un peu confirmée comme autrice. Et donc j'ai senti quand même plutôt beaucoup de confiance autour de moi. Les gens, j'ai pas eu l'impression qu'ils étaient particulièrement nerveux ou parce que simplement beaucoup aimaient déjà bien me lire en général. Donc après c'est clair qu'il y a des choses qui peuvent faire tiquer parce que tout d'un coup, bah, voilà, j'ai un regard sur les choses qui peut être complètement faux, des fois ça peut être à côté de la plaque. Mais je pense que au final les gens voient quand même l'ensemble. Et puis bon, moi je suis quand même une autrice qui travaille beaucoup sur la langue. J'écris aussi de la poésie, je travaille certains de ces textes, certains des chapitres, les chapitres qui sont très courts. Dans ce livre a des longs chapitres
un peu historiques comme ça, et toutes ces incursions d'autrices sont en général des chapitres très courts et qui sont très nerveux, et que je travaille aussi à l'oral. Je cherche à vraiment travailler sur la langue et à tenir les lecteurs de cette manière-là. Je pense que au final, peu importe l'histoire, tant qu'elle est bien racontée, le livre existe, le livre est un roman parce que c'est une écriture et une façon de faire des liens. Je fais beaucoup d'écho en fait entre le présent et le passé. C'est une recherche de la beauté en fait, de la beauté, de la poésie qui est dans l'existence même. Donc non, pour l'instant les réactions sont bonnes, et puis il y a je pense qu'il y a beaucoup de bienveillance dans ce livre. Voilà, il n'y avait pas des choses abominables dans ma famille que j'ai ressorties, il n'y a pas eu de maltraitance ou quoi que ce soit. Donc les gens se replongent un peu dans les années 60, 70, retrouvent leur jeunesse, et c'est des belles images, même quand c'est des choses un peu provocantes. C'est drôle parce qu'il y a prescription. Effectivement, il y a ces insertions où on vous lit plus vous en tant qu'écrivaine, où vous parlez aussi souvent de la difficulté d'écrire, même je pense que vous parlez de sacerdoce. Pourquoi vous aviez le besoin d'avoir ces insertions-là, de partager aussi cet aspect-là? Moi, je suis quelqu'un qui prend la littérature très au sérieux. Je pense que les livres ne sont pas gratuits. Je déteste l'idée de la gratuité en général dans notre monde actuel. Je pense que cette idée de gratuité est en train de tuer tout, parce que si tout est gratuit, alors plus rien n'a de valeur. Et je suis une adepte d'une littérature qui est très humaine, dans le sens aussi charnel que ça. Moi, je l'écris à un moment donné, j'écris à l'encre de mon sang, de mes larmes. Je pense que ces émotions humaines, ce vécu humain nourrit une plume et donne une certaine force au récit. Et donc, moi je déteste que la littérature soit un divertissement ou une décoration. Je n'adhère pas du tout à ça. Ces livres me tombent des mains. J'aime que ça pulse en fait. Et d'ailleurs, c'est un mot que j'avais beaucoup trop pulsé. Je l'avais partout. Mon éditrice m'a dit non, mais là, t'as 15 pulsés dans le roman, il faut qu'on en enlève. Donc, on en a enlevé la moitié. Mais j'ai envie que le livre crée des réactions, qu'il y ait des émotions. Si vous me dites que vous avez pleuré en me lisant, je vais être très contente. Si vous me dites aussi que vous avez ri, je vais également être très contente. Et je pense que je trouve que c'est ça qui est beau, d'amener les lecteurs du rire aux larmes. Et après, peut-être au niveau individuel, ce livre est venu à moi parce que c'est la vie qui a fait ça, la vie qui a fait que soudain l'oncle que j'aimais avait le cancer au moment où je quittais le CICR, donc je cessais d'être en mission à l'étranger, et je revenais en Suisse, je n'avais plus vraiment de plan de vie, et donc je me suis lancée dans ce livre, mais j'avais un bagage des années précédentes qui était un bagage douloureux, d'avoir ma vie intime qui était brisée en mille éclats, d'avoir plus vraiment de perspectives humaines, personnelles, et tout d'un coup ce livre était une mission, mais c'était une mission dure, comme le sont toutes les missions en fait, et je me suis accrochée à ce livre, qui je pense qu'il m'a aussi fait sortir des ténèbres en réalité, et je pense que mon personnage évolue également au cours de ce livre, et que c'est là qu'il y a de l'intérêt. Il y a effectivement la question de l'engagement dans vos deux livres, et Béatrice, après avoir écrit ce recueil, j'ai l'impression que c'est un sujet tellement fort. Comment on fait après ça, en termes de personnes qui écrivent? Alors moi j'ai trouvé que c'était un très beau défi littéraire, parce que la question de l'écriture elle est centrale dans ce type de livre, parce que naturellement que si je vous choque, si je rends les choses extrêmement douloureuses, vous allez abandonner le livre en chemin, et donc on les trahit une nouvelle fois. Donc pour moi l'écriture était vraiment importante. Comme Tasha, moi j'ai une formation académique en littérature, j'ai enseigné la littérature pendant 20 ans, donc j'ai un immense respect pour la langue et pour ce qu'elle peut transmettre, même au-delà des mots, dans le rythme, donc j'ai beaucoup travaillé l'écriture pour que ça soit lisible, pour que ça soit possible. Il n'y a pas de trash, il n'y a rien qui est détruit, qui est décrit
nommément parce que c'est inutile, on sait tous à quoi ça peut ressembler. Et les témoins ont été eux-mêmes très pudiques, donc j'allais l'être forcément. Et donc moi j'ai trouvé que c'est un très beau défi sur le plan littéraire de pouvoir rendre ça lisible, possible. Maintenant, j'ai vécu pendant 1 an dans le chagrin des autres quand même. Donc c'est vrai que le prochain livre, enfin moi j'ai écrit sur le harcèlement, j'ai écrit sur les enfants à haut potentiel, un petit roman chez BFM Presse qui était sur une enfant au potentiel qui avait des envies de suicide. Ensuite j'ai passé à l'inceste. J'ai écrit sur la guerre civile espagnole. Maintenant, je vais écrire quelque chose de léger, de facile, où parce que c'est pas facile en tant qu'auteur. Quand on est dans un salon, c'est sûr que c'est beaucoup plus sexy. Le récit d'un bel humanitaire qui a une espèce de vie qu'on va admirer forcément parce qu'il va aider les autres. Il y a le côté aventureux. Moi, mon rôle, c'est de vous convaincre, c'est un devoir civique de lire ça pour ensuite voter juste quand on vous demandera de voter. Donc c'est plus difficile en tant qu'auteur de vendre, mais ça m'est égal, c'était une belle aventure humaine, je trouvais que ça va... Moi j'ai aimé écrire ce livre, j'ai aimé écouter ces personnes. C'est vrai que certains témoignages ont duré parfois jusqu'à 6 heures, donc il fallait être solide. Mais c'était une belle aventure humaine et peut-être que là où je rejoins un peu Tasha, l'oncle de Tasha et Tasha, c'est que moi je me suis promise quand j'avais 30 ans de faire quelque chose chaque 10 ans pour le bien d'autrui. Donc j'ai aidé des orphelinats en Russie quand j'avais 30 ans, en Inde quand j'en avais 40. Et là, voilà, j'arrive à c'est la cinquantaine et je me dis j'aurais fait ça pour des enfants. Donc non, ça ira, ça ira. Non, et puis c'est surtout tellement essentiel. Enfin, je veux dire, je suis pas sûre qu'on vous refuse dans les salons parce que le sujet est trop dramatique. Non, je dis pour le lecteur. Le lecteur, j'entends souvent, on me dit ah c'est quoi et on me dit oh moi ça je peux pas lire. Puis je me dis puis ces enfants est-ce que oui ils ont le choix de vivre ou pas vivre ça, mais naturellement je peux pas le dire, donc je dis je vous comprends et voilà, mais c'est un livre un peu plus difficile à vendre qu'un polar, de belles aventures, il est plus aride, mais voilà, il faut qu'il y en ait des livres comme ça. Et pour vous, Tasha, est-ce que pour la suite, vous avez envie de rester aussi dans quelque chose qui parle de vos propres vécus, de votre histoire, parce que évidemment vous avez, j'imagine, encore plein d'autres choses à raconter avec l'émission que vous avez pu faire, etc. Ou au contraire, vous avez quand même aussi l'appel simplement de la fiction, de l'imaginaire Alors, mon livre précédent, c'était de la fiction. Donc là, je suis vraiment dans le récit. Et d'ailleurs, plus j'écris, moins je crois qu'il y a vraiment une grande distinction entre la fiction et le réel. On vit tous avec des fictions dans notre tête sur ce qui s'est passé, sur notre histoire. Et vraiment, voilà, tout est extrêmement flou. La fiction se nourrit du réel. Des fois, le réel a encore plus d'audace que la fiction. Il y a des coïncidences. Ce qui est d'ailleurs bien quand on travaille sur des faits réels, c'est que les coïncidences qui se sont passées, on peut les utiliser, alors que moi, comme autrice, quand j'écris de la fiction, je ne me permets pas de faire des coïncidences, parce que je trouve que c'est un peu trop facile. Mais en fait, la vie se charge de le faire elle-même. Après, ce livre, cette histoire, ça se termine en 1982, 82 pour les jeunes voix. Et ce n'est que le début. Donc en fait, moi j'ai déjà la vision de ce que sera la suite. J'ai déjà commencé le tome 2. Le problème, c'est que je suis un peu une femme pressée qui travaille à 100% à la DDC, aux affaires étrangères. Je suis toujours en train de courir après mon temps libre et que je ne pourrais pas me permettre de remettre 5 ans dans un nouveau tome. Mais bon, une fois que les personnages existent maintenant, et c'est vraiment aussi ça, c'est que les personnages continuent à vivre et je n'ai qu'à les suivre quelque part. Et ils sont là, ils m'appellent, et donc il faut juste que je me replonge dans les lettres, dans les carnets, je refasse des interviews.
long, mais c'est l'idée de continuer. Après, je suis aussi quelqu'un qui écrit toujours plusieurs choses en parallèle. Ce livre me coûtait beaucoup, surtout au début, parce que c'était aussi, il s'écrivait dans le deuil. J'avais perdu un oncle que j'adorais de manière quand même assez rapide. Et donc, les premières années, j'ai parfois dû le lâcher pendant 6 mois. Et en fait, j'ai écrit un autre livre pendant que j'avais commencé celui-là pour pouvoir respirer. Et finalement, le deuxième livre a été publié en premier. Et puis, j'aime bien travailler sur plusieurs manuscrits parce que ça me permet de ne jamais arrêter d'écrire vraiment. Et puis, quand je suis trop fatiguée d'un manuscrit, je vais chez l'autre. Et puis, la machine continue. L'écriture est un muscle. Hein. Plus on écrit, plus ça s'écrit tout seul. C'est sûr. Et j'avais une question un peu plus formelle par rapport à la structure. Qu'est-ce qui a décidé de la structure de votre livre, justement de comment vous passez d'événements qui sont de maintenant, avec l'histoire de votre oncle, vous faites vraiment des allers-retours? Alors pour moi c'était très important de casser le rythme. Et puis aussi parce que comme je le disais tout à l'heure, je trouve que c'est pas très intéressant de faire uniquement une histoire dans le passé. Ah voilà, ça fait un peu, c'était mieux avant, ce que je ne crois pas du tout. Donc pour moi les histoires du passé n'ont de valeur que dans ce qu'elles nous expliquent. Elles nous parlent aussi d'aujourd'hui, elles nous racontent un peu comment on en est arrivé là aujourd'hui. Puis aussi, il y a tellement d'écho parce que les questions que se posent les individus, peu importe à quelle époque ils vivent. Je pense que mes grands-parents se posaient les mêmes questions que moi, et mon oncle aussi, mes parents aussi. Enfin, chacun réinvente sa vie, peu importe l'époque. Et donc, je voulais toujours tirer ces fils. Et puis, j'aimais cette idée, en fait, que le présent était comme un virus qui allait contaminer le livre. Et je ne pouvais pas savoir à l'avance, je savais que ce serait une entreprise qui m'occuperait pendant longtemps, parce que c'était énorme, je savais que ça durerait plusieurs années. Mais par exemple, je l'ai commencé en 2019. Et donc moi je suis une spécialiste de l'Ukraine, j'ai passé 2 ans et demi dans la guerre du Donbass, c'est vraiment mon pays. Et tout d'un coup en 2022 a éclaté la nouvelle guerre d'Ukraine, l'invasion russe. C'était totalement imprévisible. Et au moment où cette invasion commence, je ne peux plus travailler sur ce livre parce que tout d'un coup il passe au second plan, je ne dors plus parce que je pense à Mariupol qui était ma ville, je pense à mes collègues. Et donc je me mets à écrire là-dessus parce que je dois écrire sur Mariupol. Et en fait, j'aimais ça, cette idée que le présent, en fait, gagne toujours. Le présent est là et il est plus fort que le passé. Et donc, il vient, il s'insinue là-dedans. Et je crois que c'est pour ça que oui, j'aime fondamentalement la littérature contemporaine et parler d'aujourd'hui en sachant d'où on vient, en sachant quelles sont les origines, pourquoi sommes-nous comme ça, pourquoi suis-je comme ça, le produit de ma famille. Et pour vous, Béatrice, donc c'est une succession de témoignages, mais je trouve que c'est très fin la manière dont l'ordre a été choisi, les titres. Il y a vraiment comment on peut faire une histoire peut faire écho à une autre, au contraire peut être peut-être le contrepoint. Comment vous avez travaillé cet aspect-là? Alors on a essayé de présenter la plus grande diversité de situations possibles. Il y a des situations qui sont plus classiques, plus simple. On a commencé par là et puis j'ai terminé par exemple par un récit d'une femme dont la mère était déjà une victime. Donc c'est toute une famille qui était victime d'un seul homme, qui s'attaquait à sa sœur, à la fille de sa sœur, ensuite à ses 3 filles, aux enfants de ses filles. Enfin, c'est des tueurs en série. Hein. Donc celui-là, je l'ai laissé pour la fin parce que peut-être que pour la fin, on pouvait comprendre que cette mère qui semble maltraitante, horrible, violente, et qui l'est. Mais elle l'est parce qu'elle a été tellement fragilisée, parce qu'être violée en 11 ans par son frère, être ensuite donnée à d'autres hommes, ça vous détruit. Et ensuite, quand vous avez un enfant, c'est quelque chose qui est souvent sorti chez les victimes. On me disait, mais on avait envie de faire mal aux autres pour souffrir moins nous-mêmes. Donc il y a peut-être des sujets qui étaient un peu plus complexes vers la fin, mais en ayant lu les premiers, on comprend mieux le phénomène. Donc c'était un peu une alternance homme-femme, dans les âges aussi. Et le récit se termine par le récit d'une famille dont le père a été accusé faussement d'inceste. Et là, c'était une grande histoire médiatique.
Et on se rend compte que ces enfants-là, qui n'ont pas du tout subi d'inceste, etc., mais ont grandi en tant que victimes d'inceste. Hein. Ils ont intégré ça, ils ont été maltraités, ils ont été... Donc voilà, on essaie de présenter vraiment un tableau assez large. Il y a aussi une postface d'un de mes amis écrivains, qui est aussi docteur en psychopathologie clinique, qui s'appelle Yves Godin, qui essaye de comprendre. Il s'est rendu compte, mais c'est pas très étonnant, qu'il y a peu de littérature académique sur le sujet. C'est-à-dire qu'on s'est dit oui, c'est des pervers, forcément, c'est des pervers, c'est des psychopathes, des sociopathes, mais on n'a pas essayé de comprendre pourquoi. Et si on essaie de comprendre pourquoi, peut-être que c'est plus facile ensuite de prévenir ou de les, comme on a fait pour les tueurs en série aux États-Unis, on peut dresser un espèce de profil et puis voir si une personne qui est accusée correspond à un tel profil. C'est quand même des personnalités qui ne sont pas courantes. Et donc lui, il a essayé de trouver une explication qui fait que certaines personnes abusent d'enfants, de leurs propres enfants, ou d'enfants de leur propre famille. Donc voilà, c'est un panorama on a cherché un abuseur. Oui, ça vous le disiez dans la préface. Oui, hein. ouais. Mais personne ne voulait Alors, bon, forcément, hein, ils sont souvent dans le déni, ils sont souvent en prison, hein, ceux qu'on connaît. Donc leurs avocats leur déconseillaient de nous parler. Ensuite, certains acceptaient, ensuite refusés. Donc on a même été voir le procureur du Valais, Olivier Elzig, en lui demandant, mais vous ne pouvez pas nous aider, écrire à vos collègues, on a fait les prisons, mais pas moyen. Personne n'a voulu nous parler. Ça dit quelque chose aussi. Mais je trouve que c'est très intéressant d'avoir justement voulu aussi ouvrir et ne pas de montrer toute la palette et le problème sous différents angles. Et tout comme Tacha, je trouve intéressant que vous essayiez justement de faire ce dialogue entre le passé et le présent pour finalement donner peut-être une image de la réalité qui est plus complexe et moins manichéenne. C'est vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires dans le public? Non. Ah ben on a bien parlé, alors si vous n'avez pas de questions, c'est merveilleux. Écoutez, vous pouvez retrouver Béatrice Riant et Tacha Rumet à la table des dédicaces si vous voulez leur parler directement. Et sinon, merci infiniment. Merci infiniment de nous avoir reçus et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci.